Alors, bonsoir à tout le monde, à toutes et à tous, puisque nous sommes ici rassemblés à distance. Bon, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet complexe qui a fait l'objet de cours d'une trentaine d'heures à l'ULB, entre autres. Je vais donner également cours à l'école de santé publique, mais de l'UCL. Vous voyez, je suis un peu polyvalent à ce niveau-là, mais je suis d'abord ULBiste, il faut quand même le savoir. Alors, aujourd'hui, nous allons parler un peu de burn-out et du stress, mais je dois absolument faire une approche théorique et remettre un peu certaines choses en place en fonction de ce qu'on entend discuter un peu partout. Voilà. Et je vous donnerai aussi où on en est dans la réalité, tout ceci hors Covid, parce que j'en parlerai à la fin de mon exposé. Le Covid est en train de chambouler tout, à tous les niveaux. On n'a pas de recul, on ne sait pas où on va. Donc, c'est l'incertitude la plus totale. Donc, moi, je vous parle des connaissances que j'ai obtenues et que j'ai mises en pratique avant cette période de Covid, que ce soit sur le terrain ou que ce soit lors des charges de cours. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de vous parler du stress, du harcèlement, de la violence, de la maltraitance et du burn-out. Ceci représente en fait la terminologie des risques psychosociaux qui n'existait pas avant 1996. Je vais uniquement parler ce soir de stress et burn-out. Alors, tout le monde en parle, que ce soit dans la vie professionnelle, la vie de tous les jours, chez les jeunes, en milieu scolaire, chez les seniors et dans les médias. Brièvement, dans le monde professionnel, le législateur a réglementé par une loi le 4 août 1996 l'obligation par l'employeur de mettre en place une politique de prévention visant la sécurité, la santé, les risques psychosociaux notamment. La Belgique est pionnière en ce domaine. À titre d'exemple, si l'on maîtrise l'organisation du travail et la communication interne, on réduit de quasi 90% le problème de stress et de harcèlement dans les entreprises. Autrement dit, tout ceci est maîtrisé si l'employeur et les syndicats, ainsi que les travailleurs, veulent mettre en place une véritable politique de prévention. Alors, qu'est-ce que c'est que le stress? Je suis obligé de faire un peu de l'académie ici. Toute activité professionnelle, ménagère, de loisirs requiert une charge psychosociale et c'est tout à fait normal. Le terme psycho englobe l'aspect fonctionnel mental, donc il faut réfléchir, et le terme social étant à comprendre dans le vécu de la personne dans un contexte relationnel et environnemental. Il est normal d'avoir un peu de stress, c'est-à-dire une contrainte. L'origine du mot remonte, tenez-vous bien, à 1948, lors de la reconstruction de ponts en béton après la guerre en Grande-Bretagne. Il s'agit d'un mot technique utilisé par un ingénieur pour le calcul de la résistance des matériaux d'un pont lors du passage d'un convoi lourd, ce dernier impliquant des charges vibratoires successives. Cette technique est toujours utilisée à l'heure actuelle et a servi par exemple à tester la résistance du viaduc de Millau. La différence essentielle par rapport à 1948 a consisté en une préétude ou simulation par technique informatique, ceci par le bureau d'études Grèche à Liège, dont il ne faut pas oublier que M. Grèche est originaire de Stockhem, près d'Arlon. Les camions sont toujours là et leur passage a validé l'ouverture du pont au parc automobile, donc l'assurance intervient en cas de pépin. Ensuite, ce terme a été, je parle de stress, psychologisé et médicalisé. La terminologie actuelle du stress remet ce dernier dans un contexte relationnel. Si on a des difficultés à assurer ses fonctions, ses relations, on s'estime stressé. De nombreuses consultations médicales, médecine générale, psychiatrie, relèvent de ce secteur malheureusement en augmentation exponentielle. Il est utilisé également dans le langage de la vie quotidienne. C'est un mot à la mode, mis à toutes les sauces et est généralement le reflet du vécu subjectif. Tout le monde vit dans un système où il faut aller vite.
vite faire les courses, le règne du fast-food, faire beaucoup de choses, avoir un agenda bien rempli. Il s'agit en fait d'une pression sociale et la capacité de réactivité du stress est donc la capacité d'adaptation à ces situations. Il existe deux types de stress. On appelle d'abord un stress positif et l'autre stress négatif appelé depuis peu stress chronique. Le stress positif est par exemple associé à une motivation effective ou réelle à s'impliquer dans une activité. Il correspond à une stimulation où on y trouve une satisfaction personnelle du devoir accompli. Par exemple, étude et finalisation d'une analyse, d'un dossier, une maison impeccable, la pratique d'un sport, organisation d'activités et de vacances, etc. Donc le stress est donc à considérer comme une situation normale. Mais tout est une question de limite. Point trop n'en faut. Mieux vaut prendre le temps et choisir une seule activité professionnelle ou de loisir que de se disperser dans plusieurs que l'on ne finalise pas, ne satisfait pas et est source de stress chronique. L'idéal est bien sûr de concilier entièrement son activité professionnelle à son métier préféré. C'est rarement le cas et les hobbies sont des dérivatifs indispensables pour l'équilibre et l'épanouissement personnel à condition qu'ils n'empiètent pas sur l'exercice professionnel. Qu'entend-on par stress chronique? Au-delà d'un certain seuil de tolérance, de résistance variable selon les individus, les contraintes peuvent s'avérer trop importantes et on parlera alors de surcharge, de burn-out ou d'état d'épuisement professionnel. J'y reviendrai. Le stress négatif est un état perçu par des travailleurs comme négatif, accompagne de plaintes, de dysfonctionnements au niveau physique, psychique et ou social, et qui est la conséquence d'une incapacité à répondre aux exigences et attentes qui leur sont posées par leur situation de travail. Ce stress amène donc un blocage, une inhibition. La durée a son importance. Si la surcharge est ponctuelle et ne dure pas trop longtemps, le travailleur peut assumer et garde le moral. Je ne sais pas, j'ai un chat dans la gauche, excusez-moi. Si elle perdure, elle devient structurelle et fait des dégâts importants pour le long terme. Tout est imbriqué l'un dans l'autre. Analyser une situation de stress n'est pas simple. Il y a l'incidence familiale, personnelle, professionnelle, qu'il faut démêler pour obtenir un diagnostic, mais on y arrive difficilement. Évidemment, celui qui a des problèmes personnels va venir avec eux en milieu professionnel. Ce n'est pas l'entreprise qui va régler ces problèmes. Une personne n'est pas l'autre, je l'ai dit tantôt. L'une peut mieux résister au stress alors qu'une autre, pour le même problème, va perdre les pédales. Pardon, excusez-moi, mais on n'a pas trouvé jusqu'à présent de facteur génétique de stress. On sait cependant que l'ambiance familiale dans la prime enfance, l'éducation, la gestion de soi-même et être capable de se prendre en charge seul jouent un rôle majeur. Qu'entend-on par burn-out ou épuisement professionnel? C'est un terme anglo-saxon établi en 1980 par un psychiatre, Herbert Freudenberg, qui veut dire se consumer, se brûler et partir en fumée. Voilà la définition exacte du burn-out. Le stress négatif, répétitif et prolongé peut engendrer donc un état d'épuisement professionnel. Ce stress s'insinue lentement de façon évolutive jusqu'à devenir une pathologie au travail engendrant un désastre social. Il serait un syndrome d'épuisement physique et émotionnel comprenant notamment une image négative de soi envers le travail et une perte d'intérêt. Toutefois, le burn-out n'est pas une conséquence du stress en soi, mais est plutôt dû à une mauvaise gestion de celui-ci. Il se retrouve particulièrement dans les professions à risque où il y a un lien avec la clientèle. Grandes surfaces, magasins, accueil, mais aussi librairies, hôpitaux, médecins, maisons de repos et soins, enseignement, services de garde, où il faut faire face sans cesse à l'imprévu.
Les travailleurs affectés ont tous une prédominance à s'investir dans leur travail au cours d'une période relativement longue avec un engagement personnel, affectif et émotionnel important. Et malheureusement, cet investissement est souvent peu reconnu et récompensé par autrui, ne fût-ce que moralement, par les collègues et les supérieurs hiérarchiques. Je ne vais pas analyser tout en détail, puisque nous sommes ici de manière synthétique. Sur le plan professionnel, en quelques mots, quelles sont les sources possibles de stress chronique? Le contenu du travail, l'organisation du travail, les facteurs psychosociaux, j'insiste un peu ici, le manque d'aide de la part des collègues, un management, donc une gestion peu participative, l'absence de reconnaissance d'un travail bien fait et des responsabilités à assumer qu'on n'est pas capable. Facteurs liés à l'environnement physique et technique. Les nuisances physiques qu'on oublie souvent du poste de travail, le bruit, la chaleur, l'humidité, la mauvaise conception des postes de travail. Et alors, pour terminer au niveau environnement socio-économique de l'entreprise, il y a une surenchère à la compétitivité et une mauvaise situation économique, bien entendu, aggravée par le Covid. Les urgences, la relativité de mise en urgence sont les deux seuls, accident et incendie. Tout le reste est relatif. Donc j'insiste là-dessus. On met souvent le terme urgence sur des dossiers. À force de mettre urgence sur les dossiers, finalement, ça ne représente plus rien. Mais les deux seules urgences valides, ce sont des accidents auxquels on est témoin ou qu'on est participant, et les incendies d'un bâtiment où on se trouve. Donc ça, c'était sur le plan professionnel les sources possibles de stress négatif. Au niveau personnel, et là j'insiste aussi, c'est assez difficile à investiguer parce qu'on n'est pas loin de l'atteinte à la vie privée. Il faut en avoir conscience. Difficultés relationnelles au sein du couple, conjoint et ou enfant, de la famille, des connaissances. Par exemple, des bagarres pour les gardes d'enfants quand les parents sont divorcés. Difficultés financières aggravées actuellement par la crise socio-économique. Alors, brièvement, quelles sont les conséquences sur la santé et le bien-être des travailleurs? Des réactions émotionnelles, angoisse, dépression, fatigue, irritabilité et comportementale. Ceci est variable d'un individu à l'autre. Réactions physiologiques, hypertension, tachycardie, céphalée, problèmes de digestion, douleurs dans la nuque, le dos, etc. Consommation excessive d'alcool, de médicaments et prise de drogue pour tenir le coup. Donc c'est sur la santé et le bien-être des travailleurs, mais sur leur productivité également. Difficulté à se concentrer, à mémoriser, à être créatif, à prendre des décisions. Et sur l'institution au service, ce qu'on oublie souvent, la qualité des services ou produits est amoindrie avec répercussions sur l'image de marque à l'extérieur. C'est important dans un monde de communication comme actuellement, avec absentéisme, arrivée tardive, rotation du personnel important qu'on appelle turnover, difficultés relationnelles, etc. À terme, il ne faut pas rire avec le burn-out. Ces problèmes peuvent amener des cardiopathies, des maladies mentales et une augmentation des accidents et incidents, notamment sur le chemin du travail. Pour être complet, signalons que, outre les états de stress personnels et professionnels, existe aussi un état de stress de type post-traumatique d'origine accidentelle ou lié à la profession, hold-up par exemple. Cet état, s'il est objectivé, peut être indemnisé dans le cadre de la législation sur le travail. Alors pour compléter, certaines fonctions peuvent générer du stress, comme je l'ai dit, ceux qui sont en première ligne, mais également où il y a manipulation d'argent, la police, les agents de gardiennage, de surveillance, les agents pénitentiaires, les contremaîtres, qui sont toujours coincés entre la direction et aussi les travailleurs. D'un côté, la direction exige beaucoup et les travailleurs arrêtent ton char, comme on dit. Fonction à responsabilité impliquant des aptitudes à être leader. Tout le monde ne peut pas être leader et dirigeant.
professions, comme je l'ai dit tantôt, à fort engagement personnel, comme les médecins, les pompiers, les travailleurs sociaux, etc. Alors, il existe évidemment des burn-out que l'on appelle burn-out, mais d'origine non professionnelle. Alors, je me permets d'insister ici parce que, bon, le burn-out, c'est un symptôme, ce n'est pas une maladie. Alors, le burn-out, pour clarifier, c'est une dépression d'origine grave, d'origine professionnelle. Ça, c'est important ce que je dis ici. Donc, un burn-out, c'est une composante dépressive majeure liée à des problèmes professionnels. Alors, le burn-out, donc je viens de le dire, est exclusivement d'origine professionnelle. La dépression peut être soit professionnelle, soit privée. Le burn-out, le nom barbare, une fonction ennuyante amenant de l'épuisement professionnel. Le burn-out, incompréhension des tâches qui seraient absurdes ou entrer en conflit avec ses valeurs. Donc, il y a beaucoup de termes qui ont été utilisés. Moi, je vous les donne parce que pour un souci d'information, mais ils sont rarement utilisés. Donc, je préfère dire en synthèse que le burn-out, c'est une dépression grave d'origine professionnelle. Mais il y a évidemment aussi une incidence du privé, donc de la vie privée, sur l'incidence professionnelle. Donc, tous les autres relèvent d'une dépression qu'on appelle ça classique, donc qui doit être traitée et soignée parce que les tentatives de suicide, j'ai oublié d'en parler tantôt, c'est monnaie courante chez les dépressifs graves, que ce soit d'origine professionnelle ou d'origine privée. Alors, on a tendance à accepter le terme burn-out privé ou d'origine non professionnelle. Mais j'insiste, au niveau de la loi, j'y reviendrai après dans quelques instants, le burn-out est d'origine professionnelle. Mais quand on peut parler de complications, de problèmes privés parallèles, comme je viens de vous le dire, perte d'un emploi, donc on entre en dépression, je préfère le thème précis, on est déprimé. Problème familial réactionnel entre générations, décès d'un proche. Problème conjugal, comme j'ai cité tantôt, problème de relation avec le voisinage, problème scolaire quand vous avez des ados qui sont dans l'enseignement secondaire, raquettes, drogue, fugue, TS, tentative de suicide, rupture scolaire, problème de vue, harcèlement à l'habillage des femmes. Ensuite, problématique liée à une mauvaise organisation au sein du ménage. Donc, quand on a une mauvaise gestion, par exemple, pour faire les courses ou préparer, aller, il ne faut pas faire comme ma belle-mère qui est décédée, malheureusement, mais elle faisait des listes de courses impeccables, elle allait au magasin, elle avait oublié sa liste. Donc, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut aller avec, il faut préparer des listes pour aller faire les magasins, limiter, bien entendu, mais avec le Covid, mais il ne faut surtout pas l'oublier. Alors, ce type de burn-out parallèle affecte les actifs, mais aussi les mères au foyer, les chômeurs et les retraités. C'est très rare qu'on en parle. Les retraités se sentent exclus, inutiles, et ils peuvent faire du stress chronique. Ou alors, ils ont un agenda trop chargé pour se montrer très actifs. Ils sont, comme on dit, overbookés et ils font de la dépression. Les mères au foyer peuvent avoir aussi un type de burn-out, manque de soutien du conjoint, faible capacité organisationnelle, je viens de le dire, et problèmes financiers. Les chômeurs, certains recherchent de l'emploi, mais devant des refus multiples, finissent par se décourager et sombrent dans l'alcoolisme, la dépendance et ou le stress chronique. Ceci est accentué, bien entendu, et malheureusement, par la crise économique. Alors, il y a quelques éléments ici que j'aimerais bien parler, brièvement, au niveau neurobiologie. Le cortisol est une hormone du stress. Elle est sécrétée par les glandes surrénales situées au-dessus des reins. Elle permet à la personne en situation de stress d'atténuer la phobie sociale.
Tout ça se mesure par une banale prise de sang, le taux de cortisol. Les personnes soumises à un stress chronique et de longue durée ont une augmentation de glucocorticoïdes pouvant entraîner l'atrophie ou le décès de neurones qui ne sont pas régénérables, donc ils sont perdus définitivement. Ceci agit directement sur les organes du cerveau. Cette information me vient de mon ami neurologue, le Dr Van der Heyden. Donc il y a une diminution du débit sanguin cérébral et du métabolisme du glucose au niveau du cortex préfrontal où se situe la fluency ou l'aisance. Par exemple, l'avocat, c'est l'aisance verbale, c'est le frontal gauche, et un ingénieur qui a une bonne vue d'ensemble, c'est le frontal droit. Tout ça est affecté. Donc, la fluency, ça veut dire une adaptation à des situations inhabituelles, mais avoir une capacité de réactivité et de créativité. Il y a une diminution, à part le débit sanguin qu'on vient de citer, de taille de neurones à l'hippocampe, siège de la mémoire qui est donc affecté. Donc les personnes qui ont des problèmes de dépression ont parfois des problèmes de mémoire. Alors, petite anecdote, la dépression est reconnue par l'INAMI, donc par la mutuelle. Le burn-out ne l'est pas. Quelqu'un qui se dit dépressif et qui a des problèmes de concentration ou de mémorisation peuvent être classés dans la catégorie dépression. Par contre, celui qui n'a pas de problème de mémorisation est sujet à caution. C'est une dépression simple, de type réactionnel, lié à un événement particulier. Le glucose est nécessaire, contrairement à ce qu'on dit, parce que le glucide est nécessaire, car il fournit de l'énergie au cerveau. Dans l'alcool, je ne sais pas s'il y en a. Il y a beaucoup de sucre dans l'alcool. Hein. Au niveau médical, je n'entre pas là-dedans, mais on sait évaluer par électroencéphalogramme et par potentiel évoqué la dépression et le burn-out, sans faire des examens de type entretien, testing, etc. Donc uniquement au niveau neurologique, par des personnes qualifiées, bien entendu, on peut détecter. Alors l'aspect santé, je termine là-dessus, puis je viendrai au cadre légal. Chaque personne est différente et réagit de manière différente au stress. Certaines, comme je l'ai dit, résistent mieux que d'autres. En cas de nervosité, irritabilité, fatigue chronique, troubles de concentration et de mémoire, il est nécessaire de faire procéder une analyse sanguine complète, notamment du magnésium, du phosphore, de la vitamine B9 ou de l'acide folique et aussi la vitamine D. Une carence en vitamine D amène des sautes d'humeur, moins d'immunité et une tension oculaire augmentée, en sus de l'aide à l'ossature. Donc la vitamine D a un rôle important, tout comme le fonctionnement adéquat de la glande thyroïde. En cas de surcharge au travail, il est courant chez certains de prendre un verre, d'exagérer en prise de caféine. La prise de café excessive augmente le taux d'angoisse. J'ai vu une fois une personne en expertise qui buvait 1,5 litre de café par jour. Il faisait une dépression que les tests sont parvenus à distinguer. Donc, ce n'est pas une dépression, c'est une prise excessive de caféine qui se trouve également dans le thé. On a l'air de l'oublier. Il n'y a que dans les tisanes ou infusions qu'il n'y a pas de caféine ou de codéine, il y a les deux. L'andropause et la ménopause sont également sources de dépression et de moindre réactivité vis-à-vis du stress. C'est un état d'âme, comme on dit, de remise en question de soi. Jung parlait d'un événement à la naissance, d'un événement à l'adolescence et d'un événement à la ménopause. C'est un cycle de 3. Alors, quand j'ai parlé de café et de magnésium, phosphore, vitamine B9 et vitamine D, ces éléments sont altérés par l'alcool, le stress, la caféine, les hormones. Donc, en clair, si pour tenir le coup, vous consommez beaucoup de café ou autre chose, vous diminuez votre résistance au stress, contrairement à ce que les gens pensent. Ça va me remonter le moral, c'est pas vrai. Mais un bon verre de vin de temps en temps, une bonne bière, ça fait plaisir à chacun.
Alors, le cadre légal, pour votre information, le législateur a mis en place en Belgique, le 4 août 1996, la loi sur le bien-être au travail. Les arrêtés d'exécution ont été mis en application par la suite. Par exemple, sur les risques psychosociaux, ils ont été mis avec pénibilité en œuvre en 2003. Pourquoi? C'est un sujet qui dérange tout le monde. Dès qu'on parle de stress, de burn-out, les magistrats aux tribunaux n'aiment pas, notamment. En fait, la Belgique a transposé en droit belge la directive cadre de la Commission européenne qui date du 12 juin 1989. Cette loi remplace la réglementation existante qui datait de 1947 et figurait dans le RGPT, le Règlement général pour la protection au travail. Le monde du travail a changé et concerne aussi désormais les secteurs tertiaires principalement. Alors, je dois vous dire ce que ça concerne. Cette loi concerne la sécurité au travail, la protection de la santé, l'ergonomie, donc c'est l'adaptation des postes de travail, l'hygiène, l'embellissement des lieux de travail, ça m'a toujours fait rire. Si on met une plante verte, c'est pas ça qui va embellir enfin, chacun son truc. La charge psychosociale ainsi que les mesures prises par l'entreprise au niveau environnemental et concernant leur influence sur les aspects précédents. Donc l'entreprise est partie prenante également. Donc tout employeur a l'obligation de mettre en place une politique de prévention. L'absence de cette politique est punissable par l'inspection du travail depuis le 1er janvier 2012. Dans les grandes entreprises, ils ont un SIPP, un service interne de prévention et protection. Et dans les PME, les ASBL, etc., où c'est obligatoire, c'est généralement le gérant qui a suivi une formation de base de 30 heures qui assume en fait cette fonction. Malheureusement, en pratique, je vais vous dire, puisque j'ai refait des études dans le conseil en prévention sécurité en l'école polytechnique à l'ULB, et tout feu, tout flamme, je pensais que ça allait marcher dans les entreprises. Il faut dire que le professeur Malchet de l'Université catholique de Louvain, dans le cadre d'un programme européen, avait mis en place toute une structure d'analyse des risques, obligatoire tous les ans dans les entreprises, et en même temps la gestion des risques, que ce soit au niveau sécurité, mais aussi au niveau risque psychosocial. Je vous l'ai déjà dit tantôt, l'organisation du travail joue un rôle important, c'est-à-dire qui fait quoi. La communication interne entre les chefs de service, donc de manière horizontale et de manière verticale, et en même temps, ça gêne un peu quand je le dis, mais je tiens à le dire aussi, parce qu'on a été confronté à plusieurs problèmes, là, un leadership adéquat et adapté à l'entreprise et au service, que ce soit le responsable du service et également son adjoint. Alors, pour faire clair, voici un exemple concret. À la demande de la région Wallonne de Monsieur le ministre Lacroix, il y a quelques années, à la région Wallonne, Monsieur Lacroix avait invité tous les directeurs, il y en avait un paquet, plus leurs adjoints. On était à peu près à 85 dans le local, donc à Jambes. Avec moi, il y avait madame, je ne sais plus comment, du service de prévention privée, donc d'Arista. Tout le monde était d'accord de mettre en place une politique de prévention. C'est se donner bonne conscience, je vais venir après. Mais alors, dans les résultats, j'avais un ami qui a traité depuis, mais qui s'occupait dans la région Hollande de la délivrance des subsides au niveau des entreprises. Ça veut dire, on a investi, on a droit à 17% ou un truc pareil, enfin, en gros. Hein. Il n'y a jamais rien eu de fait. Alors que 44% en la région Wallonne de l'absentéisme est lié au stress et burn-out. Tout est dit. Coût du stress. Donc, vous voyez, j'ai été assez bref au niveau de la réglementation. Vous pouvez toujours trouver ça sur le site Emploi et Travail, emploi.travail belgique.be, et vous avez toutes les informations. Alors, le coût du stress pour la société en général, ce n'est pas l'entreprise uniquement. Trop d'anxiété conduit à des dégâts économiques et sociaux. Le coût du stress est évalué en Europe
à plus de 20 milliards d'euros, auxquels il faut ajouter malheureusement l'incertitude liée au Covid depuis mars 2020. Le Bureau international du travail à Genève, le BIT, estime que les pertes de qualité, d'absentéisme et de turnover représentent entre 2,5 à 4% du PIB des produits des pays industrialisés. Vous vous rendez compte des montants à charge des contribuables, les invalidités d'ordre psychique, comme je l'ai dit tantôt. Donc je répète que le burn-out, c'est une dépression grave d'origine professionnelle. Représente 34% du total des indemnités. Ce n'est pas tenable. L'augmentation est continue et en 5 ans, il y a eu 37%, soit près d'1 milliard d'euros de supplément. Alors, je n'ai pas parlé tantôt parce que ici, je fais un bref exposé. Le burn-out, à un moment donné, a eu beaucoup d'articles dans la presse, notamment dans le soir, 2 pages entières, en disant que ça allait être reconnu comme maladie professionnelle. Le législateur, à juste titre, a refusé que ce burn-out soit reconnu comme maladie professionnelle. Heureusement, parce que l'INAMI aurait été en faillite. Donc, je répète que le burn-out, c'est un symptôme de mal-être, de dépendant, de tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas une maladie. Alors, ce n'est pas le tout de dire que ça existe. Donc, je vous ai donné une expérience dans la région wallonne, je peux en citer d'autres. Dans certaines entreprises, ça a bien marché. Notamment aux postes médicaux de garde, j'ai oublié de prendre le TFE d'un de mes anciens étudiants, j'ai donné cours ici en bachelier Géras en cours de promotion sociale chez Madame Grèche. Il a suivi à la lettre ce que je lui avais dit. Donc, il s'est arrangé pour, d'abord à l'embauche, prendre des gens qui avaient envie de travailler, qui avaient les compétences et envie de progresser, et également une communication interne associée à une organisation du travail efficiente. Il est passé de 17% d'absentéisme à 0% d'absentéisme. Et là, c'était une petite structure d'une petite cinquantaine de personnes. Donc, quand on veut, on peut. Dans certaines entreprises, tout dépend de la perception de l'employeur ou des actionnaires. Je ne les comprends pas d'ailleurs parce qu'il y en a beaucoup qui ont une vision à court terme ou basée uniquement sur l'argent, alors qu'en fait, quand on fait une analyse des risques sérieuse, ça prend du temps, et qu'on informe tous les nouveaux travailleurs dès au fur et à mesure qu'ils arrivent, on a fait une fois l'analyse des risques, pour améliorer un peu tout, on augmente le présentéisme actif dans l'entreprise, on diminue le turnover qui est source de coûts financiers et de désorganisation, et en même temps, donc on engage moins d'intérimaires. Je suis désolé pour eux, mais donc on peut créer des emplois durables. Ça n'a pas marché dans certains secteurs, et je vais vous le dire pourquoi, je n'ai pas peur de le dire, puisque moi maintenant je suis hors, sauf les perspectives, mais tout le reste je ne suis plus dedans. C'est la remise en question des responsables dans certaines entreprises qui est la cause du problème. Alors, j'ai fait, je ne cite pas les noms, mais enfin une grosse entreprise de parfumerie à Libremont, vous voyez ce que je veux dire, de fabrication de parfums. On a mis au point là-bas, pourquoi? Parce que le responsable RH, il était avec moi au Rotary à Charleroi, il était un type très bien, un ingénieur civil, et qui s'occupait des ressources humaines, vous voyez que tout mène à tout. Hein. Et il a accepté de mettre en place une analyse. Alors, il existe des questionnaires. Je vais y revenir après. Oui, ce sont des questionnaires, donc des questions comme ceci. Le voici, le test de stress. Donc, d'anxiété de Cattell. C-A-2-T-E-2-L. Comme il y a aussi un test ici, un questionnaire de Maslach au niveau des burn-out. Ce sont des approches subjectives. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? De manière anonyme, avec chaque fois le même bic au crayon, parce qu'une fois, une organisation syndicale m'a reproché « Ah, mais vous avez repéré que c'était moi qui avais rempli le formulaire, parce que j'avais un bic rouge et les autres un bic bleu. » Oui, jusqu'où ça va. Donc, c'était des crayons Ikea, comme toi, tout le monde était d'accord. On a fait service par service, de manière anonyme.
Donc, on a regroupé tout. On a eu une vue d'ensemble de ce qui allait ou de ce qui n'allait pas. Donc, en fait, c'était le management global qui était en analyse, de manière anonyme pour respecter la vie privée des gens. Et alors, on faisait service par service, et on s'est rendu compte que dans certains services, comme dans beaucoup d'entreprises, ça marchait moins bien, où il y avait un taux d'absentéisme plus important, ou un turnover plus important. Avec la direction, tout ceci de manière confidentielle, ben, il n'y avait qu'une chose à faire, c'est écarter le chef de service, qui n'était pas avec les aptitudes nécessaires pour gérer une équipe. On peut être bon mécanicien, mais très mauvais chef d'atelier. Ce sont des aptitudes à manager. Tout le monde ne l'a pas. Alors, les remèdes. Chaque fois qu'il y a un problème, il y a chaque fois une solution. Je vous ai cité quelques exemples. Le législateur, avec un peu de bonne volonté et qu'on utilise le bon côté de la loi, on peut améliorer le fonctionnement des entreprises et diminuer le taux de stress. Donc, c'est une question ici de volonté des responsables. Tout problème, donc je vais dire, peut être résolu, mais cette dernière doit être réaliste et adaptée à l'entreprise. Alors, moi j'aime bien toujours ceci. Il est indispensable d'agir en amont, en prévention, car le stress est la conséquence d'un dysfonctionnement. Il ne faut pas attendre qu'il y ait 40% de malades pour commencer à s'occuper qu'il y a un problème. Si on agit en prévention, suivant les directives de M. Malcher, donc une analyse des risques, tout est vraiment répertorié, etc. dedans, ça pense bête ou un aide-mémoire fantastique, on fait une analyse et on voit où ça va pas. On règle les problèmes et on diminue l'absentéisme. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors, la sensibilisation à la problématique du stress par le biais de conférences, comme maintenant, d'exposer au personnel, peut être utile si elle est suivie d'interventions sur le terrain. L'approche théorique ne suffit pas, bien entendu, mais ça donne bonne conscience à certaines personnes. Donc, la première démarche à faire, je viens de le lire il y a quelques minutes, c'est la sensibilisation auprès des responsables et de la ligne hiérarchique. J'aime pas le mot ligne hiérarchique, on se croirait à l'armée, mais c'est comme ça dans le texte légal. Alors, il existe 3 types de prévention. La prévention primaire, secondaire et tertiaire. Bon, c'est pas compliqué. La prévention primaire a pour but de faire en sorte que le burn-out n'apparaisse pas, c'est élémentaire. Cette prévention, je le répète, concerne principalement l'employeur. Je répète ce que j'ai dit. Il faut revoir l'organisation des équipes, la surcharge de travail, les procédures et qui fait quoi. Il y a parfois des crépages de chignons parce que l'organigramme n'est pas correct ou n'est pas suffisamment au point ou actualisé. Moi, j'aime bien un organigramme fonctionnel ajusté en permanence. Donc, il faut désigner au sein de l'entreprise une personne qui est responsable de la gestion actualisée au jour le jour d'un organigramme pour savoir qui contacter, ne pas perdre son temps. Et si un client téléphone, il faut l'envoyer directement au bon service. Donc, en fait, généralement, c'est l'informaticien qui s'occupe de ça, ou le responsable comptabilité, ou un truc comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau interne? Donc, au niveau prévention primaire, je vais terminer, vous savez. Distribution d'un règlement de travail à ROI à chaque travailleur, lors de son engagement et lors de chaque modification, contre un reçu, bien entendu. Je viens de le dire, distribution d'un organigramme fonctionnel adapté et actualisé. Cette distribution se fait en support papier, sur Internet, en affichage à des valves conçues à cet effet. J'insiste là-dessus parce que les agents techniques de surface ne se baladent pas avec un PC. Donc, il faut qu'il y ait une information, soit par courrier avec la comptabilité, avec la fiche de salaire, soit au valve. On dit un valve. Au niveau externe, site Internet actualisé et complet de présentation de l'entreprise. Tout ça au niveau communication. Alors, la prévention secondaire doit faire en sorte d'armer les travailleurs afin que le burn-out ne progresse pas. Donc, au début, ne pas apparaître. La deuxième, c'est que déjà un cran plus loin ou que ça ne progresse pas. Elle se base sur des formations, gestion du stress,
coaching, information sur les risques psychosociaux. Contrairement à la prévention primaire, celle-ci est assez bien suivie par les employeurs. C'est assez bizarre, hein? Le chef, lui, il ne se remet pas en question, hein, mais par contre, il demande aux autres de le faire. Enfin, la dernière manière d'intervenir porte incorrectement le nom de prévention tertiaire et consiste à réparer des dommages. Donc là, on entre dans le domaine de la psychothérapie et qui ne relève pas, évidemment, d'une activité de l'entreprise. Le coaching, ah oui, voilà. Donc, j'ai parlé des questionnaires pour terminer, l'évaluation du stress. Donc, il y a des questionnaires qui sont vraiment adaptés et validés, mais ils doivent être passés par des personnes qui ont les qualifications requises pour le faire. On n'est pas dans les tests de femmes d'aujourd'hui ou un truc pareil, hein, ou à RTL. Hein. Donc, ici, ils sont standardisés et ils sont comparés, les résultats sont comparés à un résultat global. Tout ça de manière anonyme pour respecter la vie privée, j'insiste là-dessus. Alors, Véronique de Keuser, je ne sais pas si vous connaissez cette dame, Université de Liège, qui fait de la politique aussi, mais enfin, elle a quand même mis au point quelque chose de formidable. Tenez-vous bien, la méthode belge de diagnostic des risques psychosociaux. WOCQ. W-O-C-C-Q. Alors, le coaching personnel, pour en sortir chez soi, etc. Socrate avait dit, enfin, pas Socrate, c'était Adèle, Gnotis automne, donc connais-toi toi-même, tes points forts, tes points faibles, améliorables, et tes points faibles non améliorables. Il ne faut pas avoir peur de faire une analyse, j'aime pas le terme examen de conscience. Le principe de Peter est toujours d'actualité, connaître son seuil d'incompétence. Donc on peut aller jusqu'au bout, en retirer une satisfaction personnelle, mais si on dépasse ce seuil, on va arriver dans un secteur professionnel où on ne sera pas à même d'assumer ses responsabilités. Donc prendre le temps de faire un check personnel me semble important afin de gérer au mieux son quotidien. Ceci n'a rien à voir avec une consultation psychiatrique qui dure 20 minutes et où on vous prescrit généralement des médicaments. Et vous revenez dans un mois pour voir si les médicaments ont fait leur effet. Donc c'est une prise en charge de discussion, d'entretien, c'est ça un check-up. Et en même temps, on voit les compétences réelles par quelqu'un neutre. Alors, en conclusion, ce petit tour d'horizon de la problématique de burn-out vous a permis, je l'espère, d'être sensibilisé. C'est un phénomène mondial qui continue à prendre de l'ampleur et a une incidence sur la vie privée et professionnelle. Je vous ai signalé ce que le législateur européen et belge a mis en place. Je tiens à dire que cette loi a été, les arrêtés d'application au Grand-Duché de Luxembourg ont été émis seulement en 2016. Comme c'est un pays voisin, pour vous donner une information. En 96 en Belgique. Ceci avant l'apparition du Covid-19. Nous sommes tous dans l'incertitude. Incertitude aggravée par l'absence d'une gestion responsable de la part de la politique. Nous en revenons donc à des éléments de base, sécurité d'existence et de soins appropriés. Depuis le 14 mars, nous avons tous ce Covid sur le dos. Hier, M. de Boursu, qui est réputé comme journaliste d'investigation sur RTL, a évoqué la perte de 5000 personnes décédées en maison de repos. Actuellement, tous les voyants sont au rouge, liés au Covid. Tous les voyants sont au rouge et le confinement demandé n'est pas respecté par tous. Donc j'insiste, l'avenir est plus qu'incertain. Dans mon domaine, nous n'avons pas suffisamment de recul vis-à-vis de ce Covid mondial pour proposer des solutions économiques et de santé. Cela relève d'autres niveaux de pouvoir. J'ai une pensée ici pour le personnel soignant, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes, tout le personnel dans les maisons de repos et dans les hôpitaux. Ils ne bénéficient quasi pas de reconnaissance de leur travail par les politiciens et sont en surcharge émotionnelle et de travail depuis mars. Une seconde vague amènerait une impossibilité pour ces personnes à assumer et les milieux hospitaliers seraient en situation de faillite car il y a peu de rentrées au niveau opération autre que le Covid. Pour terminer, je l'ai déjà dit, mais je tiens à taper sur le clou, il y a moyen d'agir en prévention sur un plan personnel, donc en entreprise, l'organisation du travail,
la communication interne et un leadership adéquat. C'est surtout le dernier que ça blesse. Sur un plan personnel, prévoir ses souhaits et ambitions et avoir des projets. Quelqu'un qui est déprimé, qui n'a pas de projet, c'est quelqu'un de mort. Il faut avoir envie d'en sortir et on le fait par petites choses. Par exemple, venir à la bibliothèque de la Maison de la Laïcité et emprunter un livre. Vous serez bien accueillis. Le but final est d'être bien dans sa peau malgré un monde morose. Les médias y jouent un rôle important négatif. Il suffit de regarder les journaux télévisés maintenant, on ne parle que de problèmes négatifs. C'est fatigant. Voilà, ceci termine mon petit exposé.